Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous qui avez passé une bonne partie de votre nuit avec nous, vous connaissez déjà naturellement les résultats des élections législatives, les commentaires et les réactions auxquelles elles ont donné lieu. Il y aura dans ce journal des invités, des nouveaux visages, en particulier 4 jeunes députés, Pierre Zarka du Parti communiste, Jean-Pierre Lalande, député RPR du Val d'Oise, Laurent Fabius et Bertrand de Maigret pour l'UDF et le PR. Madame Florence Darcourt, vous l'avez déjà reconnue, est également avec nous. La majorité sortante a remporté 291 sièges contre 200 à l'opposition de gauche. Il y a donc 91 sièges de différence et 45 sièges de plus que la majorité absolue. Le jeu est maintenant dans les mains du président de la République, dont la presse s'accorde ce matin à reconnaître qu'il est le grand vainqueur de ces élections législatives. Pourquoi est-ce considéré comme un succès personnel? Son analyse de la situation politique en France est confirmée. La France est composée de 4 familles politiques, plus que de 2 blocs. Les élections ont eu lieu à la date prévue, avec le résultat que l'on voit. Le programme commun a pris un coup qui peut lui être mortel, toujours d'après la plupart de mes confrères. Et vous vous souvenez qu'hier soir, très vite, l'un des signataires, M. Robert Fabre, président du mouvement des radicaux de gauche, décidait de reprendre sa liberté et se déclarait délié du pacte de 1972. Il y a déjà des remous chez les radicaux de gauche qui ne partagent pas tous cet avis. Vous vous souvenez, parce que vous l'avez entendu, M. Crépeau et M. Jean-Denis Bredin. Et il y a dès aujourd'hui des réunions dans les partis, chez les socialistes par exemple, pour tirer la leçon de ces élections. La majorité, surprise sans doute par l'ampleur de cette victoire, veut tenir compte du capital de voix, de sympathie, de talent et d'espoir qui s'est exprimé tout de même pendant ces 2 tours. Jean-Pierre Fourcade fait, je le cite, confiance au président de la République pour répondre, dit Jean-Pierre Soisson, à l'espérance des Français. C'est ce que la presse appelle ce matin, avec le quotidien de Paris, le 2e printemps de Giscard, ou avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, son premier vrai printemps de président. Très rapidement, les titres de la presse de ce matin: la gauche battue, mobilisation record des électeurs pour l'Aurore, plus de 85% de participation. L'union de la gauche vole en éclats, dit le Figaro, une étape nouvelle. Le Parisien libéré, c'est la victoire de la majorité. La majorité l'emporte, dit le Matin. Les mauvais reports de voix entre le Parti communiste et le Parti socialiste expliquent cet échec. Pour les Échos, maintenant, Giscard a les moyens d'oser. La droite, dit l'Humanité, perd 23 sièges, mais reste majoritaire à l'Assemblée. Le Parti communiste gagne 13 députés, le Parti socialiste et le MRG 12. Pour Libération, requiem pour un programme défunt. C'est vrai que le programme commun est attaqué un peu partout, et nous verrons ce qu'il en est. Le 2e printemps de Giscard, titre Le Quotidien. Et quant à François, qui rappelle les chiffres, la France politique attend maintenant les décisions de Giscard, une ère nouvelle. Alors voyons avec vous, Philippe Arroir, tout de suite, d'abord les résultats pour récapituler ce que nous avons donné pendant toute cette soirée. Bien, majorité sortante, 291 députés, vous l'avez dit, opposition 200, par rapport à l'Assemblée sortante, moins 17 sièges pour la majorité sortante, plus de 17 pour l'opposition. Je dis bien c'est par rapport à la majorité sortante et non pas par rapport à l'Assemblée qui a été élue il y a 5 ans, car il y a eu des modifications en 5 ans. Alors voyons le détail maintenant, si tout ça veut bien rester. Oui. Non, ça ne veut pas rester, voilà. Voilà. L'opposition 200 sièges, le Parti socialiste 103 sièges, le Parti communiste 86, le mouvement des radicaux de gauche 10 et l'extrême gauche 1. Par rapport à 73, cela fait 15 sièges de plus pour le Parti socialiste, 14 sièges de plus pour le Parti communiste, 2 sièges en moins pour le mouvement des radicaux de gauche et 2 sièges en moins pour l'extrême gauche. Pour la majorité maintenant, 291 sièges, 148 pour le RPR, 137 pour l'UDF et apparenté UDF, et 6 sièges pour les candidats qui soutiennent l'action du président de la République et les divers. C'est la classification du ministère de l'Intérieur. Alors par rapport à 73, le RPR perd 36 sièges. Les partis qui faisaient partie de l'UDF, enfin, c'est-à-dire PR, CDS et Parti radical, donc gagnent 22 sièges. Et les candidats qui soutiennent l'action du président de la République et les divers perdent 6 sièges. Alors tout de suite que je vous dise qu'au RPR, on n'est pas tout à fait d'accord avec les chiffres du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, le RPR se compte 150 candidats dans ses rangs au lieu de 148 pour le ministère de l'Intérieur. Et surtout, ils ne sont pas d'accord avec la classification de l'UDF. Eux comptent 115 députés
UDF au lieu de 137. Parce que le RPR dit qu'il s'agit de ne pas voir les futurs groupes parlementaires, on ne les connaît pas encore, mais de voir les candidats qui ont été élus sous une étiquette donnée à ces élections. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, dit le RPR, que l'on mette les candidats apparentés UDF ou qui soutiennent l'action du président de la République ou qui sont majorité présidentielle dans l'UDF. L'UDF, c'est le PR, le CDS et le Parti radical. Il y a trop de monde radical. qui parle au nom de ces députés. Exactement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout. Et qui choisiront leur groupe. Exactement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout le même chiffre. Alors, voyons tout de suite que c'est le RPR qui a le plus de candidats, de sièges, je veux dire, de députés, 148. Ensuite, c'est l'UDF, 137. Ensuite, c'est le PS, 103. Et ensuite, c'est le Parti communiste avec 86. Deux petites remarques. Il y a un changement considérable de cette Assemblée nationale, puisque pratiquement la moitié des députés sont des nouveaux. Un tiers des députés ne se représentaient pas, un tiers ont été à peu près réélus aussi, donc plus de la moitié à peu près sont des nouveaux. La deuxième chose, c'est qu'il y a un rajeunissement de cette Assemblée, beaucoup de jeunes ont été élus, nous en verrons quelques-uns tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est qu'il y a plus de femmes que dans la précédente Assemblée, puisqu'on compte 17 femmes dans cette Assemblée 78, contre 7 dans celle de 1973. Ça, il en faudrait davantage, mais il y en a déjà 10 de plus qu'en 1973. Alors avec vous, Patricia Charnelet, qui a été élu, qui a été battu, un rappel assez rapide, si vous voulez, de ce qui s'est passé hier et dimanche dernier. Alors, parmi les élus, parmi les membres du gouvernement, sont élus au deuxième tour Michel Dornano, Robert Boulin, le ministre délégué à l'économie et aux finances, qui était en ballottage très difficile en Gironde, Fernand Hécart et André Rossi. Parmi les personnalités, Jean-Philippe Leca, le porte-parole de l'Élysée, a retrouvé son siège en Côte d'Or. Sont élus également messieurs Durafour, Stasi, Jean-Pierre Soisson et Bertrand de Maigret, UDF, le gendre de monsieur Poniatowski, élu dans la Sarthe. Il sera ici dans quelques instants. Il faut noter que certains candidats de la majorité ont été élus avec une marge inférieure à 1%, comme Jean-Jacques Servan-Schreiber à Nancy. Il n'a que 22 voix d'écart sur son concurrent. Même chose pour Christian de la Malène à Paris et Yves Guéna en Dordogne. Dans l'opposition, en dehors des grands leaders qui ont bien sûr été réélus, Michel Rocard, dans les Yvelines, a battu le député RPR sortant et Alain Chenard, le nouveau maire socialiste de Nantes, a été élu en Loire-Atlantique. Comme dans la majorité, certains candidats de l'opposition ont été élus de justesse, comme Louis Mexando, socialiste dans le Calvados, et Marie-Thérèse Gutmann, communiste en Seine-Saint-Denis. Les battus, si vous le voulez bien. Dans la majorité, les grands battus, eh bien, c'est d'abord Michel Poniatowski, dans le Val d'Oise. Il est devancé par le jeune maire socialiste de Saint-Ouen-l'Aumône, Alain Richard, à peu près 1100 voix d'écart. Éliminé aussi Pierre Baudis, le maire de Toulouse, député sortant. Pour le RPR, Alain Ternoir. Le radical socialiste Achille Fould, le RPR Alexandre Sanguinetti, qui, il faut le préciser, s'est fait battre par le seul élu socialiste de Paris, Paul Quillès. Battu aussi les deux secrétaires d'État, Lionel Stoléru et Marcel Cavaillé. Donc, avec Alice Saunier-Seïté et René Lenoir éliminés au premier tour, il y a donc 4 membres du gouvernement battus. Dans l'opposition, plusieurs personnalités des députés sortants sont également battues. Madame Tom Patnôtre, radicale de gauche qui siégeait au Parlement depuis 1946, elle était l'élue de Rambouillet. Enfin, un mot en ce qui concerne le Parti socialiste. Il faut noter l'échec de 3 des lieutenants de François Mitterrand à Paris, Claude Estier, Lionel Jospin et Georges Sarr, qui étaient tous 3 candidats à Paris. Et à noter aussi, en ce qui concerne le Parti communiste, que 4 députés communistes sortants ont été éliminés à Paris. En particulier M. Fisbin, M. Bayot. Les femmes, maintenant. Nous l'avons dit tout à l'heure, 17 femmes siégeront donc dans la nouvelle Assemblée. Et cette augmentation, il faut préciser, est due en grande partie au Parti communiste, avec 11 députés. Pour la première fois depuis 1973, il y aura une femme élue socialiste à l'Assemblée. Il s'agit de Marie Jacques, qui a battu un UDF, député sortant, à Morlaix, dans le Finistère. Il faut relever aussi, bien sûr, la très belle performance de Madame Florence Darcourt à Neuilly, et celle aussi de Madame Louise Moreau, UDF, qui a battu M. Cornu-Gentil, député sortant de Cannes. On a d'ailleurs appris ce matin que M. Cornu-Gentil vient de démissionner de ses fonctions de maire de Cannes. Malgré ce chiffre de 17, Jean-Pierre, il faut noter quand même que la majorité des femmes candidates, que ce soit dans la majorité comme dans l'opposition, hormis peut-être le Parti communiste, cette majorité donc était plutôt envoyée au sacrifice. Je voudrais quand même rappeler un chiffre. Il y avait en 1945 39 femmes députées à l'Assemblée nationale, elles ne sont que 17 aujourd'hui. C'était bien de le rappeler. Le franc, comme prévu, la victoire de la majorité
lui donne un véritable coup de fouet. Ce matin, il y a une forte hausse du franc à Paris et sur les places financières. La bourse, en direct, j'espère. Philippe Sassier. Oui, Jean-Pierre, effectivement, il y a une forte hausse et de la bourse et du franc. Vous le savez, depuis une dizaine de jours, la bourse montait, donc la bourse s'attendait à une victoire de la majorité. Mais elle a quand même été surprise par l'ampleur de cette victoire. Et aujourd'hui, sur les valeurs françaises comme sur le franc, on enregistre une forte poussée. Le franc, par exemple, et c'est important à signaler, gagne plus de 3,5% par rapport au franc suisse, qui ne vaut plus que 2 francs 40 contre 2 francs, un peu plus de 2 francs 48 vendredi dernier. Forte hausse également du franc contre le dollar, 4 francs 59, un peu plus de 4 francs 59 contre 4 francs 67 vendredi dernier. Donc vous le voyez, l'avance du franc est extrêmement nette. Sur les valeurs françaises, eh bien, j'en ai noté quelques-unes. Roussel, par exemple, s'adjuge 7,5% et plusieurs valeurs sont réservées à la hausse, c'est-à-dire que le volume des demandes d'achat dépasse de loin le volume des offres de vente. Maintenant, il faut dire aussi qu'ils sont très nombreux, les gens à venir acheter en bourse, non seulement les portefeuilles venus de province, mais aussi les grands investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, la Caisse des dépôts, mais aussi les étrangers qui se précipitent actuellement sur les valeurs françaises. Maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, dans les jours qui viennent, la bourse va attendre, comme tout le monde, la nomination du nouveau Premier ministre et du nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'elle souhaite de ce Premier ministre, la bourse? Eh bien, si la politique ne se fait pas autour de la corbeille, vous me permettrez de dire ce que la bourse souhaite. Elle souhaite une ouverture sociale, bien sûr, de la part du nouveau gouvernement, une grande fermeté politique, c'est ce que disent la plupart des boursiers, de la rigueur économique et un soutien de l'activité. Maintenant, à nous de deviner quel est le Premier ministre qui peut donner satisfaction au milieu financier et économique. La réponse, c'est pas vous, c'est pas nous qui la donnons, cher Philippe Sassier. Elle est politique, naturellement. René Raymond, quels enseignements de ce scrutin, de ces scrutins, quels changements? Je dirais que c'est une surprise et que ce n'est pas un bouleversement. C'est une surprise car à relire tous les pronostics depuis 2 ou 3 ans, tous considéraient que l'éventualité la plus vraisemblable était la victoire de la gauche. Les partielles, les cantonales, les municipales, les sondages, tout concordait et l'an dernier au municipal, la gauche a largement dépassé la barre des 50%. Il était donc raisonnable d'attendre qu'elle enregistre un succès comparable dans l'électorat et qui se traduisit en sièges. Or, c'est pas ce qui se produit et il faut revenir sur la surprise que constitue la reconduction à peu de choses près de la majorité sortante. C'est pas un bouleversement néanmoins, car la totalisation des suffrages exprimés hier montre qu'à peu de choses près, le pays s'est partagé exactement comme pour l'élection présidentielle en mai 1974. Un peu moins de 51% pour la majorité groupée derrière le président, un peu plus de 49%, comme la minorité qui s'était constituée derrière François Mitterrand. Si bien que 4 années semblent s'être passées comme si rien n'était venu bouleverser le rapport des forces entre la majorité et la minorité. C'est la raison pour laquelle, je crois, il n'y a pas bouleversement. S'il y a un écart de 90 sièges, c'est l'effet du scrutin majoritaire, qui a toujours un effet d'amplification. Au premier tour, on décompte les suffrages, et au second, puisqu'il s'agit de constituer une majorité, le phénomène amplifie. Il arrive d'ailleurs qu'il amplifie en sens inverse. Cette fois, c'est parallèlement, c'est dans le même sens que la répartition des suffrages. Alors, les reports, tout le monde l'a dit, à gauche se sont mal faits. Est-ce qu'on a plus de précision ce matin quand on a étudié attentivement Pas les si mal circonscriptions? fait en définitive, parce que si effectivement la gauche totalise 49% ou un peu plus, c'est ce qu'on lui accordait 8 jours plus tôt en regroupant les voix d'extrême gauche et en les additionnant aux 45 ou 46% qu'avait la gauche du programme commun. Et de fait, si on examine, on n'a pas encore pu le faire sur la totalité des cas, mais un certain nombre de circonscriptions, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un très gros déficit dans les reports. Et que la surprise vient plutôt de ce qu'il y avait comme une réserve d'électeurs qui n'avaient pas joué au premier tour, qui sont débloqués ou dégelés au second. C'est les 2% qu'on a aperçus hier soir. D'autant plus que... Et qui ont suffi à changer. D'autant que ces 2%, c'est une moyenne. Dans les circonscriptions, le résultat était acquis d'avance. Les participants étaient moins nombreux. Et par conséquent, ces 2% sont acquis par un pourcentage de participation plus élevé encore. Dans celle des circonscriptions, le résultat était en suspens. C'est 2, 3%, quelques centaines, quelques milliers dans certains cas. Il y a des circonscriptions, l'élection par exemple de Montpellier, où M. Delmas bat M. Frêche,
il doit y avoir 7 ou 8 000 voix supplémentaires qui sont venues grossir en quelque sorte le candidat. Et je crois que pour une bonne part, c'est cette mobilisation inattendue de l'électorat qui explique que sur le poteau, la majorité sortante ait coiffé la gauche. Parce que tout l'électorat socialiste est resté socialiste, l'électorat du premier tour. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu de raz-de-marée ni beaucoup de mouvements. Il n'y a pas eu beaucoup d'abandon et la discipline a relativement bien fonctionné. Je crois qu'on pourrait presque dire que s'il n'y avait pas eu cette arrivée d'abstentionnistes du premier tour, la majorité sortante était battue hier soir. Car la gauche, le rapport se serait fait plutôt à l'avantage de la gauche. Et que c'est probablement de ce côté-là qu'il faut chercher l'explication. Qui sont ces électeurs? Sont-ce des abstentionnistes invétérés? Sont-ce de nouveaux électeurs? Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'un mouvement politique comme l'UDF a pu naître et s'installer en moins de 45 jours. Est-ce que c'est un phénomène qui est dû à la télévision? Comment on l'explique? Un peu la télévision. Je crois qu'on ne peut jamais considérer qu'elle est étrangère à ce qui se passe maintenant dans la vie politique. Et en second lieu, je crois que c'est le mode de scrutin. Il est binaire. Il nous impose des choix binaires, à la fois entre la majorité et l'opposition, et à l'intérieur de chacun des deux blocs, il impose des choix successifs qui sont également binaires, des sous-ensembles. Or, il se trouvait qu'il y avait en quelque sorte dans le dispositif une case qui était vide et que l'UDF est venu en quelque sorte combler une lacune. Il y en avait deux à gauche, un à droite. Il fallait que... Et alors, est-ce que elle survivra à cette circonstance? Je crois que pour une bonne part, le mode de scrutin a imposé ce regroupement. En très peu de mots, votre impression sur ce qui s'est passé à Paris? Le phénomène parisien est intéressant parce qu'il amplifie ce qu'on constate ailleurs, c'est que l'élection législative reprend d'une main ce que l'électeur avait donné de l'autre au municipal. Au municipal, et c'est vrai notamment dans l'Ouest ou dans la Marne, il y a une poussée à gauche qui a donné des mairies à l'union de la gauche. Or, à l'élection législative, il est vrai que le cadre n'est pas le même, que la circonscription territoriale est généralement plus étendue, mais pas à Paris. Et justement, Paris est très intéressant de ce point de vue-là, parce que la gauche avait fait une poussée, qui avait endigué la majorité, mais qui laissait présager une relative victoire. Or, c'est un recul. Et on voit la majorité reconquérir des positions et se rapprocher de la majorité de 68, plus que de 73 pour ce qui est de la ville de Paris. Un dernier mot. Philippe Harward disait tout à l'heure qu'il y avait un rajeunissement, un renouvellement du personnel politique. Est-ce que vous croyez que l'élection a permis d'adapter en quelque sorte la société politique aux transformations qui se passent dans le pays et aux aspirations réelles qui sont exprimées ou qui s'exprimaient avant l'élection? Ça, c'est peut-être beaucoup dire. Ce qui y a de sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un rajeunissement du personnel et qu'il y a une relève de génération, ce qui est normal. On l'avait constaté en 58. Et nous assistons sans doute à l'arrivée d'une seconde génération de jeunes dirigeants socialistes, UDF, qui prend la relève des vétérans, des barons ou des anciens combattants. Patrick Lecoq. Oui, les leaders des grandes formations politiques ont en effet commenté à chaud hier soir les résultats de ces élections, et ce, dès 20h, c'est-à-dire dès qu'Antenne 2 et Europe 1 vous ont donné l'estimation annonçant le succès de la majorité. Hier soir, bien sûr, ce que l'on attendait le plus, c'était l'analyse que pouvaient faire les responsables de la gauche de la défaite qu'ils venaient de subir. Et la première surprise, elle est venue de Villefranche-de-Rouergue, où M. Robert Fabre, dans une déclaration de 30 secondes, annonçait qu'il ne se sentait plus lié par l'accord de 1972. M. Robert Fabre. Je pense que nous allons entendre M. Robert Fabre dans une seconde, une déclaration qui était très courte, je vous le rappelle, et qui est intervenue sur nos antennes dès 20h30, 20h40 hier soir. J'ai l'impression que nous avons un léger problème avec cet enregistrement de cette déclaration d'hier soir. Je vais demander si nous passons à la suivante, oui. Bien. Voilà, donc nous allons entendre M. Robert Fabre d'une seconde à l'autre maintenant. Bien, Jean-Pierre Elkabbach, nous avons un petit problème technique avec M. Robert Fabre. Je crois que vous pourriez peut-être continuer si le professeur René Raymond est encore là sur l'analyse de ce scrutin. Écoutez, non, mais si c'est possible, Noël Copin s'installe. Nous allons peut-être essayer d'avoir M. Edmond Maire, qui est en direct aux côtés de Jacques Merlino. Je le vois à l'image, je ne sais pas s'il nous entend. Oui, merci beaucoup, M. Edmond Maire, d'être avec nous en direct de chez vous, de la CFDT. Jacques Merlino, vous posez la première question. Edmond Maire, la CFDT a une réaction assez brutale après la résultat des élections. Vous appelez à la mobilisation travailleurs. Alors, est-ce que c'est un appel à un troisième tour social et à un relais de la lutte politique par les luttes syndicales?
Nous n'avons pas eu de réaction brutale. Nous avons tout simplement constaté qu'au premier tour des élections, une majorité des travailleurs et des Français ont refusé le plan Barre, ont refusé la politique économique et sociale et une politique de refus des négociations. Il est vrai qu'au deuxième tour, cette opposition du premier tour ne s'est pas transformée en une majorité de gauche. Bien. Alors, nous respectons le suffrage universel. Nous ne confondons pas élection et lutte sociale. Mais nous disons que la démocratie, cela consiste pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement, pour le patronat, à tenir compte de ce qui s'est passé et donc à décider de changer leur politique de négociation, de rapport avec les centrales syndicales, d'abandonner les petits jeux, d'aller chercher des organisations minoritaires pour cautionner leur politique, au contraire, de décider que l'on va changer des choses en matière de pouvoir d'achat ou en matière d'emploi dans les temps à venir par des négociations avec nous. Où situez-vous les responsabilités de cet échec de la gauche? Eh bien, il faudra en faire un bilan approfondi. On peut dire que, pour ma part, j'y vois 4 raisons principales. La première raison, c'est l'insuffisance des réponses à la crise qu'apportaient les partis politiques de gauche. En gros, pour le public, pour l'opinion publique, les solutions à la crise que proposaient les partis de gauche, c'était la relance de la consommation populaire et quelques nationalisations. Eh bien, avec ça, on ne change pas un type de développement, on ne mobilise pas une population pour avoir un mode de vie qui réellement fasse la priorité aussi au niveau de vie réel, à la qualité du travail, à la qualité de la vie quotidienne. Deuxième raison, plus on s'est approché de l'échéance, plus il y a eu des divergences entre Parti communiste et Parti socialiste. Le Parti communiste refluant sur une sorte de nationalisme économique et politique, le Parti socialiste hésitant entre une certaine acceptation des rapports de force économiques internationaux et la reprise de revendications, quelquefois contradictoires avec ce qu'il faisait par ailleurs. Puis la troisième raison. Il y a eu un coup sévère porté à l'espoir populaire par le Parti communiste. Le Parti communiste a brisé la dynamique unitaire parce qu'il ne se sentait pas assez fort à partir de septembre et pendant 6 mois. Puis la quatrième raison, alors celle-là la plus proche, c'est le faux accord du lendemain du premier tour. Un accord qui a eu un effet désastreux parce que les travailleurs, les citoyens, les électeurs de gauche se sont sentis quelque peu méprisés par 6 mois de discorde importante qui mettaient tout en cause et qui finalement disparaissaient devant les impératifs électoraux du second tour. C'était une attitude qui a été considérée à juste titre comme électoraliste, comme ne correspondant pas au souhait des électeurs de gauche de voir la gauche justement faire preuve de dignité, de rigueur, de vérité dans son langage. Et je crois que ce qui a suivi, ma foi, c'est une sanction normale d'une attitude et d'un comportement qui ne correspond pas à ce que souhaite le mouvement syndical, en tout cas la CFDT. Monsieur Maire, est-ce que pour autant, on peut dire, comme vous l'aviez dit avant le premier tour, que toute une génération est sacrifiée par cette tactique du PC? Écoutez, lorsque j'ai dit que cela se produirait, c'est dans l'hypothèse où la gauche, ayant été majoritaire, aurait, y compris au deuxième tour, n'aurait cependant pas voulu aller au gouvernement en raison du refus des communistes d'aller au gouvernement. Cela, c'était vraiment la catastrophe majeure. Là, nous avons une déception qu'il nous faudra surmonter, mais nous croyons pouvoir la surmonter parce que il y a une attente depuis longtemps de ce que les élections vont donner. Il y a quand même une volonté populaire qui s'est exprimée et à notre avis, il y aura dans les temps à venir une mobilisation sur toute une série de revendications qui sont restées dans l'ombre depuis trop longtemps. Et très rapidement? On ne peut jamais préjuger de la rapidité avec laquelle il va y avoir une mobilisation. Ce qui est sûr, c'est que nous allons prendre des initiatives, mais les premières initiatives de toutes, si vous voulez bien, c'est en syndicaliste conséquent. Il y a eu un rapport de force qui s'est exprimé, une volonté populaire exprimée. Nous allons bien sûr intervenir pour faire en sorte que ça se traduise dans des négociations positives. Je vous remercie, Monsieur Edmond Maire, pour votre intervention. Vous l'avez fait aujourd'hui en direct avec nous, le journal d'Antenne 2. Je vous rappelle qu'hier soir, nous avions en direct dans l'émission que nous réalisions à l'hôtel de la C à l'Assemblée nationale, M. Georges Séguier. J'en profite pour m'excuser à nouveau devant le leader de la CGT parce qu'il a été interrompu par l'intervention rapide des négociations. Et dans cet esprit, je voudrais faire une proposition ce soir au nom de la CGT. Réunissons d'urgence la Commission supérieure des conventions collectives qui est habilitée à fixer le taux du SMIC. Réunissons-la et décidons que le SMIC sera porté à 2400 francs pour 40 heures de travail par semaine à partir du 1er janvier,
Et par la même occasion, pourquoi pas, établissons dans cet organisme tout à fait habilité à en discuter un système d'indices d'évaluation du coût de la vie qui permettra d'instituer un moyen de fonctionnement d'échelle mobile garantissant le pouvoir d'achat des salaires contre les conséquences de l'inflation. Patrick Lecoq, à vous, avant l'intervention de Noël Copin. Bien, à vous. en effet, nous avons retrouvé M. Robert Fabre, je vous le disais, que nous avions entendu hier soir dès 20h30, 20h40, dans la première réaction donc qu'il avait donnée sur notre antenne. Encore que l'on me fait signe que cette réaction n'est pas encore revenue, puisque nous avons passé là la réaction de M. Georges Segui, qui avait été également enregistrée hier soir lors de l'émission en direct que nous réalisions, Antenne 2 et Europe numéro 1, à l'hôtel de Lassay. Une émission dirigée, vous l'avez constaté, jusqu'à 1h du matin par Jean-Pierre Elkabbach et Étienne Moujotte. Bien, je vais donc essayer de voir si nous pouvons reprendre la conversation où nous étions tout à l'heure. Je vous disais que les leaders des grandes formations politiques avaient réagi dès que Antenne 2 et Europe numéro 1 avaient annoncé sur l'antenne à 20h que la gauche était minoritaire dans le prochain Parlement et que la majorité sortante conservait la majorité. Hier soir, donc, ce que l'on attendait, c'était les... Aujourd'hui, comme délier des engagements auxquels j'ai souscrit en 1972, que j'ai loyalement respectés et qui n'ont pas eu, pour la troisième fois, l'approbation de la majorité des Français. Tous nos efforts porteront désormais sur la résurgence, sur le renouveau du courant radical, qui reste plus fort dans ce pays que ne l'a traduit ce scrutin et que ne le traduit ce mode de scrutin. Ce courant qui correspond au vœu profond de tant de Français, celui d'une gauche raisonnable. Pour l'avenir immédiat, c'est sur les épaules du président de la République que repose la plus lourde responsabilité. J'espère qu'il aura la sagesse de tenir compte du désir de changement si largement exprimé par les Français. Une déclaration qui n'a pas été approuvée par tous les responsables du mouvement des radicaux de gauche. Ainsi, M. Crépeau, le député radical de gauche de La Rochelle, l'estimait hier soir prématuré. Du côté des communistes et des socialistes, le sentiment de l'échec était très perceptible également pour François Mitterrand, comme pour Michel Rocard. La gauche venait une nouvelle fois de manquer un rendez-vous. J'imagine, déclare alors François Mitterrand sur notre antenne, la tristesse des 15 millions de Françaises et de Français qui avaient cru au changement. Notre pays avait choisi l'union de la gauche lors des dernières élections cantonales et municipales. Il est clair aujourd'hui que l'espoir que celle-ci portait s'est brisé le 22 septembre 1977 sur sa désunion. L'histoire jugera comme il convient ceux qui en ont pris la responsabilité, n'hésitant pas à joindre leurs attaques violentes, incessantes, à celles de la droite contre le Parti socialiste. Par loyauté vis-à-vis du programme commun, nous l'avons laissé ne devenir qu'une plateforme quantitative, qu'une plateforme revendicative. Or, même quand il s'agit de le partager, l'argent reste de droite. Il faut donc que le projet retrouve sa vérité. La deuxième condition, c'est que l'union soit plus vraie. Cela veut dire que personne dans l'union ne se permette de donner la priorité à ses propres intérêts de parti sur ceux du monde du travail tout entier coalisé. Une brève interruption de nos programmes, vous l'avez constaté, pour un problème dont je n'ai pas encore l'explication. J'espère pouvoir, avant la fin de ce journal, vous dire pourquoi cette journal a été interrompu pendant quelques secondes. Continuons donc au chapitre des réactions politiques. Hier soir, M. Georges Marchais a évoqué lui aussi ces 15 millions de Français qui, déclarait-il, se sont prononcés au premier tour contre la politique de la droite au pouvoir. Mais pour Georges Marchais, le rapport des forces politiques reste cependant extrêmement serré en France. C'est la politique d'union qui reste la politique qu'il faut mettre en œuvre. C'est le seul moyen pour parvenir un jour à battre cette majorité et à changer. Alors,
Est-ce que cela veut dire union autour du programme commun? Je continue de penser, personnellement, je continue de penser que pour que la gauche gagne, il faut qu'elle ouvre une perspective claire. Et que par conséquent, il lui faut un programme. Côté majorité, on était bien sûr satisfait du résultat obtenu, mais parfois, sur les raisons de ce succès, les analyses divergeaient légèrement. C'est ainsi que pour M. Raymond Barre, le triomphateur de ces élections, c'est d'abord le président de la République. Le succès de ce soir est celui du bon sens, a déclaré le Premier ministre. Le pays a tranché, il l'a fait sans équivoque et sans contestation possible. La satisfaction des uns, l'amertume ou la déception des autres doivent s'effacer devant une volonté commune de travailler ensemble aux grandes tâches qui nous attendent demain. Ce soir, je voudrais dire à toutes les Françaises et à tous les Français, quelle que soit leur opinion politique, bonne chance pour les années à venir. Monsieur Jacques Chirac, de son côté, au travers de la victoire de la majorité, évoquait lui plutôt la victoire du RPR, premier mouvement politique de France, disait Jacques Chirac hier soir, tant par le nombre des voix recueillies au premier tour que par le nombre des élus obtenus au second tour. Le Rassemblement pour la République a pris une part essentielle à cette victoire, puisque s'il n'avait pas opéré entre, je dirais, 74 et 78, le redressement spectaculaire qui a été le sien, la majorité n'aurait évidemment pas gagné. Comment cela s'est-il fait? Cela s'est fait essentiellement par le fait qu'un très grand nombre d'électrices et d'électeurs qui avaient été tentés par l'opposition sont revenus chez nous. Puisqu'aussi bien, je constate que les partis qui composent ensemble l'Alliance de l'Union pour la démocratie française ont fait à peu près leur score et conservé à peu près leur voix. Ce sont donc des voix qui nous avaient quittés et qui sont revenues. Elles sont revenues pourquoi? Parce que nous avons fait une très large ouverture. Bon, il est évident, Noël Copin, qu'il y a un véritable rééquilibrage au sein de la majorité entre le RPR et l'UDF, même si le RPR reste le premier parti de la majorité. Il n'y a plus, comme on le disait hier avec Alain Duhamel et René Raymond, un parti dominant. Mais est-ce que l'UDF restera un parti? Est-ce que cela deviendra un groupe parlementaire unique avec un même chef, un même patron? C'est la question qui se posait déjà avant l'élection, que nous avons posée hier soir à nos invités. Ils n'ont pas apporté encore de réponse claire, tout simplement parce qu'ils ont une réunion cet après-midi. Et c'est, je pense, cet après-midi que nous saurons si l'UDF, qui était un regroupement électoral, devient un groupe parlementaire, éventuellement un parti politique, dans la prochaine Assemblée nationale. On a l'impression qu'il y a déjà une certaine divergence sur l'idée d'ouverture. M. Chirac vient de dire que l'ouverture a été faite par lui-même au cours de ces meetings. Et tous les leaders que nous avons entendus de l'UDF laisse entendre qu'il y a une ouverture sociale et économique et politique nécessaire. Alors oui, alors je dirais que c'est sans doute ça le problème politique principal qui se pose maintenant à la majorité et au-delà de la majorité d'ailleurs au président de la République. Il souhaite lui une politique de réforme et d'ouverture, il l'a dit, et on a l'impression que ces jours-ci effectivement il y a toujours deux tendances au sein de cette majorité et je crois qu'il faut s'entendre aussi sur le terme d'ouverture parce que finalement il y a deux façons d'ouvrir. Il y a l'ouverture proprement politique vers des partis et puis il y a l'ouverture par la politique concrète que l'on pratique. Et la question qui se pose est de savoir si, disposant maintenant de 3 ans et quelques devant lui, avant une échéance électorale importante, le président de la République va pouvoir faire la politique qu'il souhaite, c'est-à-dire si la majorité nouvellement élue, nouvellement confirmée, va pouvoir faire, elle, une nouvelle politique. Nous n'allons pas nous lancer dans de nouvelles hypothèses. Le président de la République, simplement des faits, va recevoir demain M. Raymond Barre. Ensuite, il y aura la démission normale, constitutionnelle du gouvernement de M. Raymond Barre. M. Barre en mettra au président de la République. Et mercredi, le président de la République s'adresse à tous les Français. Oui, il y a une toute petite rectification, une nuance. Il n'est pas encore sûr aujourd'hui que la démission de M. Barre intervienne dès mercredi prochain. Et on disait dans l'entourage du Premier ministre et du Président que le prochain Conseil pourrait être un Conseil normal, mais ça n'est pas encore sûr. Normalement, de toute façon, cette démission doit intervenir quand même assez prochainement. Alors la question qui se pose est de savoir qui va prendre la succession de M. Barre. Et je dirais que, mais là c'est un point de vue personnel, partagé par beaucoup de commentateurs, qu'il y a actuellement une certaine probabilité
possibilité pour que ce soit M. Raymond Barre qui se succède à lui-même, tout simplement parce que M. Barre a réussi, même s'il n'était pas directement le chef de la majorité comme les premiers ministres dans le passé, on peut quand même dire que ce succès est en grande partie son succès personnel, et puis il a été amené à se situer au-dessus des deux tendances de la majorité. On a vu à gauche les problèmes au sein du mouvement des radicaux de gauche après la déclaration de M. Robert Fabre. Au Parti socialiste, il y a un travail également de remise en cause qui peut-être s'engage. En tout cas, il y a une réunion aujourd'hui du Parti socialiste. Oui, il y a deux réunions coup sur coup de deux instances du Parti socialiste et c'est effectivement une remise en cause qui va être entreprise et on dit que c'est une remise en cause qui pourrait être d'assez longue haleine, c'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas s'attendre dès ce soir ou dès demain à avoir des décisions. Un point de départ, je crois, un peu général, c'est la constatation que depuis le résultat de cette élection, le programme commun a perdu sa crédibilité, ou en tout cas a perdu une bonne partie de sa crédibilité. Donc c'est le programme commun lui-même, c'est sur le programme commun lui-même que les socialistes vont s'interroger. On a entendu tout à l'heure, il y a quelques instants, les déclarations faites par Michel Rocard cette nuit sur nos antennes. Il est probable que le débat sera là-dessus assez vif, mais donc pas de conclusion précise à attendre dans l'immédiat. Alors que M. Marchais renouvelle maintenant la nécessité de sa stratégie d'union et de l'existence du programme commun actualisé ou pas. Je ne sais pas si on ne parle pas d'histoire un peu dépassée, non ? Oui, alors c'est cela. D'un côté, donc, monsieur Marchais, qui réaffirme les deux points, union et programme. D'un autre côté, le débat qui est déjà largement ouvert au sein des radicaux de gauche. Et puis, entre les deux, le Parti socialiste qui, lui, va s'interroger, va faire une réflexion en profondeur. Nous nous retrouverons dans les prochains jours pour étudier à nouveau la situation politique. Je rejoins Madame Florence Darcourt, que je félicite d'avoir été élue, parce qu'elle a mené un combat âpre et solitaire. Difficile. Et alors, comment vous en êtes sorti après la victoire? Bien d'abord, je crois que mes électeurs, enfin les gens de Puteaux, ont donné une belle leçon de démocratie. Ils n'ont pas admis d'être traités en électeurs mineurs, ils n'ont pas admis un parachutage, ils n'ont pas admis le diktat des états-majors politiques. Et puis, je crois aussi que nous avons démontré ensemble, dans ma circonscription, que l'argent n'avait pas tous les droits. Et ça, je crois que c'est très important. J'étais seule au départ, mais vous savez... très vite, j'ai senti que la circonscription se mobilisait derrière moi. Et je peux dire, j'ai fait campagne entourée de tous les gens de ma circonscription. Et vous voyez, je crois qu'une belle cause, comme la société libérale, et j'y crois, eh bien qu'une belle cause ne peut pas être défendue par n'importe quels hommes et par n'importe quel moyen. Est-ce que vous tenez rigueur aux hommes politiques ou aux dirigeants politiques qui ne vous ont pas tout de suite soutenu? Non, je ne leur retiens pas rigueur. Je dis seulement, ils ont fait une faute. Une faute, c'est pire qu'un crime. C'est-à-dire que vous n'avez pas de rancune ou de haine? Aucune. Vous savez, quand on même à l'égard de votre adversaire ou de vos adversaires? Pas du tout. Parce que je trouve que on ne peut pas avoir de rancune quand on remporte une victoire comme la mienne. Je n'ai aucune rancune, mais j'espère que les hommes politiques qui se sont livrés, disons, à certaines machinations, à certains trucs, j'espère qu'ils vont tirer les conclusions de cette affaire. J'espère qu'ils tireront les conclusions au sujet de ma circonscription, au sujet de la deuxième circonscription de la Charente-Maritime, chez Jean-Guy Branger, et aussi dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous croyez que les femmes ont dépassé les problèmes d'âge ou d'étiquette politique pour venir vers vous? Oh oui, tout à fait. Enfin, si vous voulez, ma campagne a été faite par les femmes et vraiment, quand j'entends les états-majors politiques dire que les femmes ne votent pas pour les femmes, je vous assure, elles ont voté pour moi. Hier, par exemple, aussi, à l'entrée d'un bureau de vote, j'ai entendu une femme dire à son mari, « Tu ne te trompes pas, c'est elle. » Vous pensez qu'avec dans les semaines qui viennent, vous allez pouvoir vous occuper de votre circonscription et comment vous sortez de cette campagne finalement? Je sors évidemment de cette campagne. J'ai été très proche de mes électeurs, je suis très soutenue. Vous savez, je suis très attachée à mon travail parlementaire. Je ne suis députée que depuis 1 an et j'avoue que je retourne volontiers à l'Assemblée nationale. Je vais travailler. Merci, Madame Florence Darcourt. Et là, je vais rejoindre 4 nouveaux députés, 4 nouveaux visages. Certains d'entre eux, je ne les connais pas encore. Qui est Monsieur Zarka, par exemple? C'est vous? C'est moi. Très heureux, vous vous présentez. Vous êtes 4 nouveaux. 4 nouveaux, Bertrand de Maigret, Pierre Zarka du Parti communiste, Laurent Fabius du Parti socialiste et Jean-Pierre Delalande du RPR. C'est cela. Est-ce que l'un ou l'autre, vous êtes surpris d'abord d'avoir été élu? Non, moi je ne peux pas dire que j'ai été surpris, puisque j'étais présenté dans la 2e circonscription de la Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis,
Et le député sortant était mon camarade Marcelin Berthelot, qui est maire de la ville de Saint-Denis. Donc il n'y a aucune surprise. Le deuxième tour, d'ailleurs, a vu la loi votée par la majorité au pouvoir se retourner contre ces candidats, puisqu'ils n'ont pas fait les 12% fatidiques. Nous n'allons pas reprendre un débat, parce qu'il y en a eu déjà beaucoup, et suffisamment, que vous aurez l'occasion peut-être de vous lancer à nouveau dans des grandes explications politiques, peut-être entre vous, mais il s'agit surtout de vous présenter aux téléspectateurs français. Qui êtes-vous, Laurent Fabius? Vous êtes un économiste, surtout. Oui, moi je suis un économiste, je suis un élu local, puisque je suis premier adjoint de la ville de Grand-Quevilly, en Seine-Maritime, et depuis hier, je suis donc député de la 2e circonscription. Et comment vous êtes entré en politique? J'ai toujours voté socialiste, mais mon engagement socialiste, mon adhésion au Parti socialiste date d'il y a maintenant 5 ans. J'ai milité, j'ai gravi les échelons, j'ai été désigné par mes camarades pour être conseiller municipal, et puis candidat député, je suis maintenant député. Bien, moi, c'est bien plus simple, je suis un Français comme tout le monde. J'ai toujours habité le Val d'Oise et j'ai eu là-bas un certain nombre de responsabilités dans des associations comme le conseil d'administration de la Maison des Jeunes de ma commune et puis le club Omnisport de Cormeilles en Parisis. Et puis tout naturellement, l'année dernière, j'ai été candidat aux élections municipales, j'ai été élu adjoint au maire d'Herblay et candidat aux élections législatives. Et je dirais que ce qui ressort, moi, dans ma circonscription, c'est que les gens sur le terrain voient les choses très différemment de ce que c'est ressenti dans les états-majors parisiens. Sur le terrain, on voit les gens qui travaillent, et je crois que ma victoire de près de 2000 voix sur le député communiste sortant, c'est la victoire de 2 choses très simples. C'est d'abord la victoire de l'honnêteté intellectuelle. Les gens ont vu que j'étais un garçon honnête, qui avait son... Et puis la deuxième... Neuf peut-être aussi. Neuf aussi. Et la deuxième, c'est la deuxième... Je suis honnête intellectuellement, monsieur, et je crois que je n'ai pas à en avoir honte. Hors des querelles de politique politicienne. Et je crois que la deuxième chose, c'est que les gens ont sanctionné un long travail local dans cette circonscription et qu'ils l'ont reconnu. Laurent Fabius, je viens d'apprendre que les radicaux de gauche avaient l'intention de tenir un congrès extraordinaire en avril, sans doute pour définir leur nouvelle ligne politique. Est-ce que vous êtes surpris? Non. Après les déclarations d'une part de Robert Fabre et d'autre part de certains de ses lieutenants, on n'est pas surpris que les radicaux fassent le point. Ils sont assez troublés. Peut-être. Prudent, vous aussi? Je constate les choses, simplement. Bertrand de Maigret, depuis quand faites-vous de la politique? Comment vous êtes intéressé pour la première fois à la politique? Quel âge avez-vous? Que faites-vous? J'ai 39 ans et j'ai commencé à faire de la politique comme étudiant, puisque j'étais président national des étudiants en sciences économiques il y a de ça maintenant 16 ans. J'étais un des premiers à adhérer au Parti des Républicains Indépendants et au Club Perspective et Réalité quand ils se sont créés. Je dirais donc que je suis un giscardien de la première heure. J'ai depuis très longtemps eu confiance dans le message que développait M. Giscard d'Estaing, avant même qu'il ne soit élu. Et en 1974, j'étais au premier rang de ceux qui l'ont soutenu dans sa campagne présidentielle. Je suis content de ce résultat parce que je crois que la France a confirmé une décision qu'elle avait prise en 1974. Elle avait douté que soient appliquées certaines des promesses qui avaient été faites en 1974, car elle sentait que le président était retenu dans son effort novateur. Elle lui a confirmé sa confiance en portant à l'Assemblée nationale un nombre très important de représentants de l'UDF, dont je suis. Je suis persuadé que maintenant, nous allons pouvoir organiser cette réconciliation des Français que veut la population. J'ai senti dans ma campagne très nettement que les Français ne voulaient plus de ces affrontements permanents, qu'ils voulaient que la porte s'ouvre, et Robert Fabre l'a ouvert cette nuit. Je crois que c'est une excellente chose. Quand on parle de vous, on dit très souvent que vous êtes le gendre de Michel Poniatowski. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que vous soyez Bertrand de Maigret? D'abord, si vous connaissiez sa fille, vous ne le reprocheriez pas, et même en connaissant le beau-père, je crois qu'il a beaucoup de qualités. Et personnellement, je suis heureux de lui être proche. Je crois avoir été moi-même dans cette campagne, dans la mesure où on m'a demandé d'être candidat il y a seulement 2 mois et demi. Il y a un gigantesque espoir qui s'est élevé dans cette circonscription, que tout le monde disait perdu. Eh bien maintenant, je suis ici. Et je suis prêt à être Bertrand de Maigret. Laurent Fabius, vous y ajoutez un mot? Oui, un tout petit mot. D'abord pour dire ce que confirmant tous les commentaires, c'est que le Parti socialiste est de loin celui qui opère le plus grand renouvellement de son groupe.
Je pense qu'il y a plus de 30% des membres de notre groupe qui auront moins de 35 ans. C'est quand même extraordinaire, ça confirme le municipal. Puis la deuxième chose, c'est que vous nous avez réunis, là nous sommes tous jeunes, et c'est une bonne chose de nous avoir tous réunis. Mais il ne faudrait pas non plus qu'il y ait de faux unanimismes. Il y a des jeunes qui défendent une politique très conservatrice. Et je pense qu'il s'agit ici du RPR et du PR. Il y a des jeunes qui, malheureusement, ont refusé les moyens à la gauche de venir au pouvoir. Et puis, il y a un parti qui porte, à mon sens, l'espérance des jeunes, c'est le Parti socialiste. Alors, Pierre Zarka, en entendant Laurent Fabius, vous disiez si ce sont les jeunes socialistes oui, qui n'ont pas permis l'arrivée de la gauche. Vous voyez que vous retrouvez les querelles et les problèmes. Je ne dis pas qu'il y a unanimisme, mais il s'agissait surtout, dans un premier temps, de vous présenter. Bien sûr. Alors, je voulais dire 3 choses très brièvement. La première, c'est que ce qui caractérise ces élections, quand même, eh bien, c'est que pour la première fois depuis 1956, il y a une majorité d'électeurs qui ont voulu la gauche et qui ont voulu battre la droite. Ça, c'est un fait qui est indéniable. La deuxième chose, c'est que je pense que ce fait a été rendu possible par l'existence du programme commun. Parce que depuis quand parle-t-on des chances de changement à gauche? Depuis que le programme commun a été signé, et en 72. Depuis les législatives de 73, les présidentielles de 74. N'entamons pas à nouveau le débat parce que vous provoquez des questions ou des réactions de vos amis ou de vos adversaires politiques. Et le troisième point... Mais la troisième chose, c'est que nous, communistes, et moi j'ai pu le vérifier dans la campagne, nous n'avons cessé, depuis le mois de septembre, de tout faire pour rappeler à venir à l'Union et signer un accord le plus tôt possible. S'il n'a été signé que le 13, nous n'en sommes pas responsables. Bon, les Français jugeront. Bon, comme dit M. Mitterrand et Laurent Fabius, les Français jugeront. M. Delalande, est-ce que vous pensez que les uns et les autres, vous pourrez avoir un langage un peu différent des aînés? Absolument. Alors c'est justement sur ce sujet que je voudrais parler, moi. Un mot, parce que Patrick Lecoq va nous donner les autres informations. Je voudrais vous dire 3 choses très rapidement. D'abord, c'est qu'en effet, il y a un renouvellement du personnel politique. Et que sur 150 élus RPR, vous avez 37 nouveaux députés. 30 n'ont jamais été parlementaires. Et la moyenne d'âge de ces 30 nouveaux parlementaires est de 34 ans. Vous êtes gaulliste ou chiracien? C'est la même chose. Ah, pas tout à fait. C'est la même chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que pour la 3e fois, le programme commun a été refusé. Et que moi, je crois profondément à un bon sens populaire. Et si j'ai été élu dans ma circonscription, c'est parce que des voix socialistes sont venues sur moi, des voix écologistes sont venues sur moi. Bon. Et la 3e chose, si vous me permettez de terminer, c'est que nous sommes un vrai rassemblement populaire. Et ça, cela s'est vu dans le... Non, mais ça, vos leaders politiques le disent assez. Et est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous parler un jour dont parle M. Fabius? Je voulais insister là-dessus. Vous le montrerez en votant des projets importants et de réformes. Vous pouvez compter sur nous là-dessus. La majorité fera, la nouvelle majorité, par exemple, pour conserver leur emploi aux jeunes qui aujourd'hui vont le perdre au mois d'avril. Permettez de répondre à M. Fabius. Pourquoi, à peine est-il élu, commence-t-il à faire de la politique politicienne? Ce que veulent les Français aujourd'hui, après un affrontement qui a été très dur, c'est la réconciliation. Bertrand de Maigret, M. Fabius. Non. Il y a 300 000 jeunes qui sont menacés, 1er avril, de perdre leur emploi. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Écoutez, non, ils sont menacés. Mais ne m'interrompez pas quand je vous réponds. Si vous faites des questions et des réponses, nous retombons dans les dialogues d'hier. Alors écoutez, nous allons arrêter parce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité. Votre mot, Pierre Zarka? Juste un petit mot. C'est qu'il est illusoire de vouloir chercher chez des jeunes qui appartiennent à un parti politique, quel qu'il soit, quelque chose de différent de ce parti. Parce que, en fait, la question qui est posée, c'est que la majorité, mais attendez avant de me plaindre, c'est que la majorité de la jeunesse vit les mêmes conditions difficiles que l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire le chômage, la vie chère, les atteintes aux libertés. Et les remèdes sont les mêmes pour les jeunes, ou pour les moins jeunes. Nous vous retrouverons sans doute. Vous êtes bien parti pour cette nouvelle législature. Merci d'être venu pour ce journal d'antenne. De Patrick Lecoq, le reste de l'actualité. Oui, en 30 secondes seulement pour vous parler uniquement de la marée noire qui s'étend sur les côtes du Nord Finistère et qui inquiète de plus en plus les populations et aussi les responsables de la lutte anti-pollution. La nappe de pétrole brut qui s'échappe du pétrolier à Modo-Cadiz s'étale maintenant sur près de 80 km de la pointe de Saint-Mathieu au phare de la Vierge, au nord du chenal de l'Abervrac. Ce sont toutes les côtes du Léon qui risquent d'être à bref délai touchées. Une catastrophe pour une région qui vit en partie des ressources de la mer et du tourisme. Ce soir à 20h dans notre journal, nous reviendrons bien sûr sur l'ensemble de l'actualité de cette journée, à la fois politique et aussi sur les autres sujets qui font l'actualité aujourd'hui en France et dans le monde. Voilà, cette édition de 13h, 12h45, 13h30 est terminée. À ce soir, premier journal, 18h40, c'est la vie. Bon après-midi.